Vous avez déjà décidé. Ce n'est plus une hésitation. Ce n'est plus une question ouverte. La décision est prise depuis des semaines, peut-être depuis des mois, et vous n'avez pas eu besoin de chercher de qui je parle. Le nom est arrivé tout seul, avant même la fin de ma première phrase. Il est là, posé quelque part derrière vos yeux, avec son visage, sa voix, sa façon particulière de commencer une phrase par « Je dis ça pour toi ». Et pourtant, vous ne l'avez toujours pas fait. Vous savez pourquoi? Parce que vous répétez encore la conversation. Vous la répétez dans la voiture, au feu rouge, en parlant à voix basse au pare-brise. Vous la répétez sous la douche, le meilleur amphithéâtre du monde, celui où vous êtes toujours calme, toujours clair, toujours imbattable. Et vous la répétez à 3 heures du matin, quand le plafond devient une salle de tribunal et que vous plaidez votre cause devant personne. Dans cette conversation, vous dites enfin tout. Vous êtes posé, vous ne criez pas. Vous alignez les faits dans le bon ordre, sans un mot de trop. Et à la fin, il se passe la chose que vous attendez depuis des années. L'autre baisse les yeux et comprend. Je vais vous dire tout de suite ce que cette vidéo va vous apprendre, parce que vous méritez de le savoir avant d'avoir investi 1 heure de votre soirée. Cette conversation-là, celle que vous polissez depuis des mois, est la seule chose au monde qui puisse encore sauver cette personne. Ce n'est pas votre porte de sortie, c'est sa réparation. Vous êtes en train de préparer gratuitement, avec un soin admirable, la pièce exacte qui lui manque pour continuer. La sortie, c'est le silence, et cette vidéo, c'est ce qui se passe de l'autre côté. 5 choses, 5 mouvements qui s'enclenchent chez quelqu'un quand vous partez sans un mot, sans explication, sans dernier message, sans scène finale. Elles arrivent dans un ordre assez prévisible, avec des délais assez réguliers, et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où vous en êtes et ce qui vient ensuite. Mais je vous préviens dès maintenant, la 5e n'est pas la plus spectaculaire. Celle qui compte vraiment, celle qui décide si tout cela marche ou pas, arrive après. Et elle ne parle pas d'eux, elle parle de vous. L'homme qui a décrit ce mécanisme mieux que quiconque s'appelait Carl Gustav Jung, psychiatre suisse, mort en 1961. Et si je le cite, ce n'est pas parce qu'il fait joli dans un titre, c'est parce qu'il a passé des décennies dans un hôpital psychiatrique, auprès de patients gravement malades, à observer ce que les êtres humains font de ce qu'ils refusent de voir en eux. Il ne vendait pas de méthode, il ne promettait pas le bonheur en 7 jours. Il regardait, il notait, et il a fini par comprendre quelque chose de très simple et de très dur, que je vais vous expliquer dans un instant, et qui explique pourquoi le silence agit là où les mots n'ont jamais rien réglé. Mais avant, je dois poser 3 choses, une fois, sans discours. Ceci n'est pas une vidéo de vengeance. Je ne vais pas vous apprendre à faire mal à quelqu'un. Et je vais être franc avec vous, plus franc que ce qui est agréable. Si en écoutant le mot « effondrement », vous avez ressenti une petite chaleur agréable dans la poitrine, un début de sourire, alors vous êtes encore attaché à cette personne. Le désir de la voir souffrir est un lien, c'en est même un des plus solides, parce qu'il ne se fatigue jamais. Vous n'êtes pas encore parti, vous avez juste changé de place dans la même pièce. On y reviendra, et c'est le passage le plus important de cette vidéo. Deuxième chose, le silence dont je parle n'est pas une punition qu'on inflige. Ce n'est pas une disparition théâtrale destinée à créer un manque. Ce n'est pas un jeu de pouvoir. C'est un retrait. La différence entre les deux est invisible de l'extérieur et totale de l'intérieur. Et toute cette vidéo consiste à vous faire sentir cette différence. Troisième chose, et j'en aurai fini avec les avertissements. S'il y a de la violence dans votre situation, s'il y a un danger physique, une menace réelle, quelqu'un qui pourrait s'en prendre à vous ou à vos enfants, alors cette vidéo n'est pas la bonne réponse. Le silence, dans ce cas précis, peut aggraver les choses au lieu de les éteindre. Il vous faut de l'aide réelle de la part de personnes qui ne sont pas derrière un écran. La police, un avocat, une association, un médecin. Allez les chercher. Je ne le répéterai plus. Bien. Maintenant, la question qui tient toute cette vidéo, et je vous demande de la garder en tête jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que le silence produit un effet que la confrontation ne produit jamais? Pourquoi est-ce qu'une explication, même parfaite, même justifiée, même méritée, ne change rien, alors que le fait de simplement ne plus être là défait quelque chose en profondeur? La réponse tient dans un mot,
Et ce mot va sans doute retourner votre façon de voir les 20 dernières années. Cette personne n'était pas en relation avec vous. Prenez le temps. Elle n'était pas en relation avec vous. Elle était en relation avec quelque chose qu'elle avait posé sur vous. Jung appelait cela la projection. C'est un mécanisme banal. On le fait tous les jours, à petite dose. Ce que nous n'arrivons pas à regarder en nous-mêmes, nous le déposons à l'extérieur. Notre colère, notre médiocrité, notre lâcheté, notre besoin d'être admiré, notre peur d'être ordinaire, plutôt que de porter ça, l'esprit le projette sur quelqu'un d'autre. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus notre problème, c'est le sien. Imaginez une salle de cinéma. Il y a le projecteur au fond et il y a l'écran devant. Le film n'est pas dans l'écran. Il n'a jamais été dans l'écran. L'écran ne fait qu'une seule chose. Il est blanc, il est lisse, il est stable, et il renvoie l'image assez bien pour qu'on puisse la regarder. Pendant toutes ces années, vous avez été l'écran. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que vous vous êtes dit 100 fois « Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi cette insistance ?» Vous cherchiez une raison dans votre comportement, dans une phrase mal placée, dans un cadeau oublié en 2014. Il n'y avait rien à trouver. Vous n'avez rien fait. Vous étiez simplement disponible, fiable, présent et suffisamment attaché pour ne pas bouger. Un bon écran, ça ne bouge pas. C'est toute sa qualité. Et maintenant, comprenez ce que fait une confrontation. Vous arrivez avec vos preuves. Vous dites « Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que ça m'a coûté. Voilà pourquoi je pars. » Vous croyez fermer la porte. En réalité, vous venez de vous rendre au milieu de la salle, en pleine lumière, et de dire « Je suis toujours là. » Vous êtes toujours atteignable. Vous êtes toujours réactif. L'image a de nouveau où se poser. La projection retrouve sa surface. Pire, vous venez de lui offrir un rôle. Le rôle de l'accusé, qui est un rôle formidable, parce qu'il permet d'être blessé. Et une personne blessée peut se raconter. Une personne blessée a une histoire à porter, des gens à appeler, une version à défendre. Vous croyez lui retirer quelque chose. Vous venez de lui remplir la soirée, la semaine et probablement l'année. Voilà pourquoi la conversation que vous répétez sous la douche est une réparation. Elle rend l'écran. Elle dit « Tu peux continuer à te servir de moi. Je te confirme que je suis encore le bon support. » Le silence fait l'inverse. Il ne discute pas. Il ne rend rien. Il retire l'écran de la salle. Et le projecteur continue de tourner dans le vide. Jung disait que le retrait de la projection est la condition de toute relation réelle et qu'il s'agit d'une des opérations psychologiques les plus difficiles qu'un être humain puisse accomplir. Il parlait du travail que chacun doit faire sur lui-même. Mais il y a une version passive de ce retrait, et c'est celle-ci. Quand la surface disparaît, l'image finit par revenir à celui qui la produisait. Elle ne peut aller nulle part ailleurs. Et c'est de ce retour que naissent les 5 choses. La première, c'est la disparition du miroir. Cette personne se voyait à travers vous, pas au sens poétique, au sens pratique, quotidien, mécanique. Chaque fois qu'elle vous parlait, elle recevait de vous une information sur elle-même. Je suis la grande sœur qui sait mieux. Je suis celui qui conseille. Je suis la mère dévouée qu'on ne remercie jamais assez. Je suis l'ami lucide qui dit les vérités que les autres n'osent pas dire. Votre présence validait cette image en permanence, gratuitement, sans qu'elle ait besoin de la vérifier. Pensez à cette sœur qui fait ça depuis 15 ans. Elle ne vous appelle jamais pour prendre de vos nouvelles. Elle appelle pour vous expliquer votre vie. Elle a un avis sur votre travail, sur votre conjoint, sur l'éducation de vos enfants, sur votre santé. Elle vous corrige en public avec un petit rire pour montrer que c'est affectueux. Vous avez toujours cru qu'elle vous méprisait. Ce n'est pas exactement ça. Elle avait besoin de quelqu'un en dessous pour se sentir au-dessus. Et vous étiez la seule personne au monde qui acceptait de tenir cette position sans partir. Retirez-vous. Regardez ce qui arrive. Elle ne s'effondre pas immédiatement, ce n'est pas ainsi que ça se passe. D'abord, elle cherche le miroir ailleurs. Elle va donner à d'autres les conseils qu'elle vous donnait. Et elle va découvrir une chose humiliante. Les autres ne les prennent pas. Un collègue hausse les épaules. Une amie change de sujet. Une belle fille sourit poliment et ne rappelle pas. Ce qui fonctionnait avec vous ne fonctionne avec personne, parce que ça n'a jamais fonctionné grâce à elle. Ça fonctionnait grâce à votre patience. De l'extérieur, quelqu'un qui a perdu son miroir a une allure très particulière. Il en fait trop. Il parle plus fort,
plus longtemps. Il raconte ses réussites à des gens qui n'ont rien demandé. Il cherche l'approbation avec une insistance qu'il n'avait pas avant. Il devient légèrement grimaçant. Les gens autour ne savent pas nommer ce qui a changé. Ils disent seulement « Je le trouve bizarre en ce moment ». Ce que vous voyez là, c'est ce que Jung appelait la persona, le masque social, l'interface qu'on présente au monde. Il n'y a rien de malsain à en avoir une. Nous en avons tous une. C'est ce qui nous permet de tenir une réunion sans raconter notre enfance. Le problème commence quand il n'y a plus grand-chose derrière, et que le masque doit alors être soutenu de l'extérieur, en continu, par quelqu'un. Vous étiez ce soutien. Vous étiez la main sous le masque. Et cela mène directement à la deuxième chose, qui est celle que personne n'anticipe. Le silence ne peut pas être raconté. Réfléchissez à ce qui se serait passé si vous aviez claqué la porte en criant. Dans l'heure, le téléphone aurait chauffé. Tu ne devineras jamais ce qu'il m'a dit. Elle m'a agressé, comme ça, sans raison. Après tout ce que j'ai fait pour elle. Une dispute, c'est un récit. Ça a un décor, des répliques, un méchant et une victime. Et le narrateur, c'est toujours celui qui appelle en premier. Votre silence ne fournit rien de tout ça. Il n'y a pas de scène, pas de phrase à citer, pas de ton de voix à imiter. Rien à mettre dans un message de 3 paragraphes envoyés à la cousine. Alors elle essaie quand même, et c'est là que ça devient intéressant. Elle appelle la mère, le frère, l'amie commune, et elle dit « Je ne comprends pas », il ne répond plus. Écoutez bien cette phrase, parce qu'elle est fascinante. C'est un récit sans contenu, il n'y a rien dedans. La personne en face n'a que 2 réactions possibles. Soit elle demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là il faut répondre, et il n'y a rien à répondre. Soit elle ne demande rien, et le silence de la 3e personne devient à son tour insupportable. Et puis il se produit une chose que je vous demande d'écouter attentivement, parce qu'elle explique pourquoi les gens sont si nerveux face à un départ silencieux. Quand quelqu'un dit « Il ne me parle plus et je ne sais pas pourquoi », l'auditeur commence malgré lui à se poser une question. Il ne la dit pas à voix haute, mais il se la pose. Et la question c'est « Est-ce qu'il y a une raison ?» Vous n'avez accusé personne, vous n'avez rien dit. Et pourtant votre absence a lancé une enquête dans la tête de tous ceux qui écoutent. Ils repensent à des choses. Au repas de Noël, où elle a humilié son mari devant tout le monde, à la façon dont elle parle de ses collègues, à ce qu'elle a dit dans votre dos et qu'ils avaient laissé passer. Une dispute réunit les gens autour d'une version. Un silence laisse chacun face à ses propres souvenirs. Et les souvenirs sont beaucoup moins indulgents que les versions. Alors le public s'effrite. Pas d'un coup, pas bruyamment. Simplement, les rappels arrivent moins vite. On répond « Je ne veux pas me mêler de ça », avec une nuance nouvelle dans la voix. Le cercle qui la soutenait ne se retourne pas contre elle. Il se retire un peu, comme on recule d'un pas devant quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Et quand le public s'éloigne, l'attention qui était distribuée partout se concentre sur un seul point. Ce qui nous amène à la 3e chose, et c'est celle qui va vous surprendre le plus, parce qu'elle est l'exact contraire de tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. L'attention s'inverse. Pendant des années, vous avez été celui qui pense à l'autre. Vous prépariez vos phrases avant les repas de famille. Vous vérifiez 3 fois un message avant de l'envoyer. Vous anticipiez son humeur, ses susceptibilités, ses jours difficiles. Vous portiez cette relation dans votre tête, du matin au soir, comme un sac que vous n'aviez jamais le droit de poser. Elle, pendant ce temps, ne pensait à vous que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Ce rapport va s'inverser, et pour une raison simple, presque bête, que la psychologie a très bien décrite. Une chose inachevée occupe l'esprit infiniment plus qu'une chose terminée. Vous connaissez cette sensation. Une conversation coupée au milieu vous poursuit toute la journée. Une porte qu'on n'a pas eu le temps de fermer. Une phrase interrompue. L'esprit humain déteste l'inachevé. Il y revient sans arrêt, il tourne autour, il essaye de le clore. Une engueulade est terminée. Elle a un début, un milieu, une fin, et on peut la ranger. Votre silence n'a pas de fin. Il reste ouvert tous les jours, indéfiniment. Résultat, cette personne qui ne vous accordait pas 3 minutes va maintenant vous consacrer des heures. Pas par amour, par irrésolution. Et cela produit une chose très reconnaissable, dont vous verrez la trace sur votre téléphone. Les messages arrivent dans un ordre presque toujours identique. Le premier est léger.
trop léger. Coucou, tu vas bien? Ou une photo d'un souvenir, un lien vers un article, quelque chose d'anodin. C'est un test. Il vérifie que l'écran est toujours là. Le deuxième, quelques jours plus tard, est un peu plus appuyé. Tu ne réponds plus? J'ai fait quelque chose? Il y a encore de la politesse, mais la tension est audible. Le troisième change de registre. Il devient reproche. Je trouve ça d'une immaturité. À ton âge, on ne traite pas les gens comme ça. Notez au passage l'ironie. Cette phrase vient souvent de la personne qui vous a traité comme ça pendant 20 ans. Et le quatrième, si vous tenez, est le plus difficile à recevoir. Il devient blessé, sincèrement blessé. Je ne dors plus. Tu me manques. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je suis désolé. Et là, quelque chose remue dans votre poitrine, parce que ce message-là ressemble enfin à ce que vous attendiez depuis toujours. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas ce que vous croyez, et je vous demande de me faire confiance sur ce point, parce que c'est là que la plupart des gens perdent des années. Ce n'est pas une prise de conscience, c'est une tentative de restauration. La preuve, elle est dans le texte lui-même. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Après 20 ans, après 100 occasions de le savoir, ce message ne dit pas « j'ai compris », il dit « reviens tenir l'écran », l'image tremble. Si vous répondez, vous verrez le naturel revenir en moins de 3 semaines, et vous connaissez déjà cette expérience, parce que vous l'avez déjà tenté. Combien de fois? Déjà. Voilà pourquoi il faut aller plus profond, parce que tout ce que je viens de décrire, le miroir, le récit, l'attention, ce sont des symptômes. La cause est en dessous. Et c'est la quatrième chose. Le vide revient. Jung a écrit sur ce qu'il appelait la vie non vécue. L'idée est simple et un peu terrible. Tout ce qu'une personne n'a pas osé vivre en elle-même, la vocation abandonnée, l'amour auquel elle a renoncé, la colère qu'elle n'a jamais eu le droit d'exprimer, la personne qu'elle aurait pu devenir, tout cela ne s'évapore pas. Ça reste, ça forme un creux. Et ce creux cherche à se remplir depuis l'extérieur, parce qu'il ne peut pas se remplir depuis l'intérieur sans un travail que très peu de gens acceptent de faire. Jung disait même que la vie non vécue des parents retombe sur les enfants. Rien n'est plus lourd à porter que ce que quelqu'un d'autre n'a pas fait de sa propre existence. C'est ça que vous remplissiez. Pas d'argent, pas de service rendu, même si vous en avez rendu beaucoup. Vous remplissiez ce creux avec vos réactions. Votre inquiétude quand elle allait mal, votre culpabilité quand elle soupirait, votre irritation quand elle provoquait, votre admiration quand elle réussissait. Chacune de ces réactions était la preuve qu'elle existait, qu'elle avait un poids, qu'elle produisait un effet sur le monde. Une personne creuse ne cherche pas votre bonheur, elle cherche votre réponse, peu importe laquelle. Une réaction négative fait aussi bien l'affaire qu'une réaction positive, et souvent mieux, parce qu'elle est plus facile à provoquer. Vous étiez le fournisseur, régulier, fidèle, ponctuel depuis des années. Coupez l'alimentation, et le creux revient, intact. Exactement tel qu'il était avant que vous n'entriez dans sa vie. Et là, il faut que vous compreniez à quoi ressemble ce retour, parce que c'est ce qui explique tout le reste. Ce n'est pas du chagrin, ce n'est pas le manque de vous, c'est un dimanche après-midi qui ne passe pas. C'est une maison trop calme. C'est le sentiment brutal, à 55 ans, qu'il n'y a rien à l'intérieur et que ce vide-là n'a jamais été causé par personne d'autre que soi. Jung parlait de l'ombre, tout ce qu'une personne refuse de reconnaître en elle. L'ombre ne disparaît pas quand on la nie. Elle agit depuis l'extérieur du champ de conscience. Elle pousse. Elle organise la vie sans qu'on le sache. Et tant qu'il y a un écran devant, on ne la voit jamais. Vous étiez le parvu. Je vous ai promis de ne jamais être cruel dans cette vidéo, et je vais tenir parole ici, au moment le plus tentant. Cette personne n'est pas un monstre, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à habiter sa propre vie, et qui a passé des années à emprunter la vôtre pour ne pas sentir la sienne. Ce n'est pas une excuse, ça n'annule rien de ce que vous avez subi, et ça ne vous oblige à revenir sous aucun prétexte. Mais si vous voulez partir vraiment, il faut voir clairement ce que vous quittez. On ne se libère pas d'un monstre, on s'en cache. On se libère d'un être humain creux, une fois qu'on a cessé de croire qu'il détenait quelque chose qu'on n'avait pas. Maintenant, la cinquième chose. C'est celle qui va vous permettre de vous situer précisément et de savoir ce qui vient ensuite. Il y a une séquence. Elle se déroule presque toujours dans le même ordre.
Première phase, le test. Elle commence dans les jours qui suivent, souvent avant même que vous ayez eu le temps de vous sentir soulagé. C'est la phase la plus légère. Un message banal, un appel à une heure inhabituelle, un prétexte qui n'a pas besoin d'être crédible. Elle a retrouvé un objet à vous, elle a une question sur une date, elle a pensé à vous en voyant quelque chose. Ne cherchez pas de sens dans le contenu. Le contenu ne compte pas. On vérifie simplement que l'écran répond. Comptez 1 à 2 semaines. Deuxième phase, l'escalade. Quand le test ne donne rien, l'intensité monte, parce que l'inachevé devient insupportable. Les messages se multiplient, changent de ton, passent du gentil au reproche puis à la blessure, exactement dans l'ordre que je vous ai décrit. Souvent, on change de canal. Ce n'est plus le téléphone, c'est un courriel, c'est un message vocal, c'est votre sœur qu'on appelle, c'est votre mère à qui l'on demande d'intervenir. On peut vous croiser, par hasard, à la sortie du travail. On peut aussi passer par les enfants, ce qui est la manœuvre la plus dure à encaisser. Cette phase dure entre 2 et 6 semaines, et c'est là que 80% des gens cèdent. Pas par faiblesse, par fatigue. Troisième phase, l'affaissement. Il ne fait aucun bruit, et vous n'y assisterez pas. C'est simplement le moment où le mouvement s'arrête, parce qu'il ne peut plus s'appuyer sur rien. Comptez, en général, entre 6 semaines et 3 mois. Ce qui se passe alors ne ressemble pas à un effondrement de film. C'est plus discret et plus profond. La personne se retourne vers d'autres, et ça ne prend pas. Elle raconte l'histoire, et elle sent bien que ça ne prend pas non plus. Et il reste des soirées où il n'y a plus personne à qui reprocher quoi que ce soit. C'est là que le vide fait son travail. Ce n'est ni une punition ni une justice. C'est une conséquence. Et je dois vous prévenir d'une 4e étape, parce que ceux qui l'ignorent se font surprendre. Entre le 6e mois et la 2e année, il y a très souvent un retour. Une date compte, un anniversaire, un décès dans la famille, un mariage, Noël. Le message est court, doux, presque humble. Je pense à toi. La vie est trop courte. J'aimerais qu'on se reparle. Il arrive au moment exact où vous allez mieux, et c'est précisément pour ça qu'il est dangereux. Sachez seulement qu'il existe et qu'il ne prouve rien. Il vous trouvera moins désarmé si vous l'attendez. Voilà les 5 choses. Le miroir qui disparaît, le récit impossible, l'attention qui s'inverse, le vide qui revient, et la séquence qui vous dit où vous êtes. Maintenant, je vais retirer une pièce de sous cet édifice, et c'est le moment le plus important de cette vidéo. Ne partez pas maintenant, parce que tout ce que je viens de vous expliquer ne fonctionne que si vous acceptez ce qui suit. Rien de tout cela ne doit être votre objectif. Si vous écoutez cette vidéo en attendant la 3e phase, vous ne partez pas. Vous surveillez. Et surveiller, c'est encore fournir. Vous regardez ces publications le soir en cachette. Vous demandez négligemment de ces nouvelles à un cousin, l'air de rien, en ayant préparé la question. Vous vérifiez si son nom apparaît quelque part. Vous êtes physiquement absent et mentalement présent à plein temps, et je vous le dis sans dureté, parce que c'est l'erreur la plus humaine du monde. Vous vous êtes déplacé de 3 mètres, et vous croyez avoir traversé un océan. Le silence n'agit que lorsqu'il ne vise plus personne. Tant qu'il est dirigé, c'est un message. Un silence dirigé, l'autre le sent parfaitement, parce qu'il a la même texture qu'une bouderie. Il est chargé, il attend une réponse, il espère un effet. Un silence qui ne vise personne n'a pas de texture du tout. Il n'y a plus rien en face. Et c'est uniquement à ce moment-là que la projection n'a plus aucun endroit où se poser. Je vais le formuler aussi clairement que je peux, parce que c'est la phrase que je voudrais que vous reteniez de cette heure. Le jour où vous cesserez de vouloir voir ça arriver est le jour exact où ça arrivera. Pas avant. Et vous ne le verrez pas, parce que vous serez ailleurs, occupé à autre chose, et que le nom qui est venu tout seul au début de cette vidéo mettra désormais plusieurs jours à vous revenir en tête. C'est un renversement difficile à accepter, et il ne vient pas de nulle part. Il y a 2000 ans qu'on l'enseigne. Épictète disait que certaines choses dépendent de nous, et d'autres non, et que presque toute notre souffrance vient de la confusion entre les deux. Regardez la liste de ce qui ne dépend pas de vous dans cette affaire. Sa réaction, pas la vôtre. Ce qu'elle raconte sur vous, pas la vôtre. Le fait qu'elle comprenne un jour ou jamais, pas la vôtre. Son effondrement, pas la vôtre. Sa guérison, si elle a lieu, pas la vôtre non plus. Vous n'avez aucune prise sur une seule ligne de cette liste,
et vous avez pourtant passé des années à essayer d'en tenir la totalité. Il vous reste une chose, une seule, ce que vous faites de votre attention. C'est tout ce que cette vidéo vous demande. Pas de haine, pas de dossier à charge, pas de scène finale. Simplement décider où va votre attention, qui est probablement la seule chose que vous ayez jamais réellement possédée. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du tort. Et il a écrit aussi que nous avons du pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Ces deux phrases, mises côte à côte, disent exactement ce qu'est le silence bien compris. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la fuite, ce n'est pas de la lâcheté déguisée en sagesse. C'est le refus de continuer à livrer la seule chose qui vous appartenait. Reste la question pratique, et je ne vais pas vous laisser sans elle, parce qu'une idée juste sans mode d'emploi ne sert à rien. Comment on fait, concrètement? Premièrement, pas d'annonce. Aucune. Pas de « je préfère prendre de la distance », pas de « j'ai besoin de temps pour moi », pas de message d'adieu, même court, même digne, même magnifiquement tourné. Ce message est votre dernier cadeau à la projection, et il est le plus précieux de tous, parce qu'il est écrit. Il peut être relu, montré, commenté, découpé. Il donne un événement à raconter. Vous avez passé des mois à préparer ce texte. Ne l'envoyez pas. Vous cessez simplement de répondre. C'est tout. C'est beaucoup moins spectaculaire que ce que vous aviez prévu, et c'est justement pour ça que ça fonctionne. Deuxièmement, pas d'explication au tiers. Vous n'appelez pas votre frère pour lui exposer vos raisons. Vous ne cherchez pas d'alliés. Si on vous interroge, vous répondez la même chose, calmement, sans variante. Ça ne va pas très fort entre nous en ce moment. Je n'ai pas envie d'en parler. Puis vous changez de sujet, sans amertume dans la voix, parce que l'amertume, elle, se raconte très bien. Vous verrez qu'on insistera 2 fois, puis plus du tout. Troisièmement, la question du blocage. Elle est plus subtile qu'on ne le croit. Bloquer quelqu'un, c'est une notification. C'est un mur avec une pancarte dessus, et cette pancarte dit « Tu comptes encore assez pour que je prenne une mesure contre toi ». Si vous êtes capable de laisser les messages arriver sans y répondre, laissez-les arriver et coupez simplement les alertes. En revanche, si l'écran de votre téléphone est en train de vous ronger, si vous relisez les messages 10 fois par jour, alors bloquez et ne vous racontez pas d'histoire sur la finesse psychologique. Votre paix passe avant l'élégance du procédé. La règle est celle-ci. Choisissez l'option qui vous laisse le plus tranquille, jamais celle qui produira le plus d'effet chez l'autre. Quatrièmement, la première pulsion de vérifier. Elle arrivera souvent le soir, souvent après un verre, souvent un dimanche. Elle se déguise en inquiétude légitime. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Et si elle était malade? Voici ce que vous faites. Vous ne luttez pas contre la pensée, ça ne marche jamais. Vous vous levez et vous changez de pièce. Physiquement, vous mettez de l'eau à chauffer, vous sortez 5 minutes, vous appelez quelqu'un d'autre. La pulsion dure entre 4 et 8 minutes. Si vous la traversez debout et en mouvement, elle passe. Si vous la traversez assis avec le téléphone en main, elle gagne. Ce n'est pas de la volonté, c'est de la logistique. Cinquièmement, le jour de l'escalade. Il viendra, et il sera pénible, parce qu'on ne vise pas au hasard. On vise ce qui a toujours marché. La culpabilité, la santé de votre mère, un souvenir d'enfance, une phrase sur le peu de temps qu'il reste à vivre. Préparez-vous une seule règle, décidée à froid. Aujourd'hui, pendant que vous êtes lucide, je ne réponds pas le jour même. Vous n'avez pas besoin d'une règle plus compliquée. Vous n'êtes pas en train de jurer, jamais. Vous dites seulement, pas aujourd'hui. Et demain, la même chose. C'est de cette manière que se tiennent toutes les décisions difficiles. Jamais en une fois, toujours par 24 heures. Sixièmement, la durée réelle. Et je vais être honnête avec vous parce que personne ne l'est jamais sur ce point. Les 3 premières semaines sont les pires. Pas les 3 premiers jours, les 3 premières semaines. Et voici pourquoi. Pendant les premiers jours, vous êtes porté par la décision. Il y a même une forme de soulagement, presque d'euphorie. Vers le 10e jour, l'euphorie retombe et l'habitude se réveille. Votre corps a des réflexes que votre volonté ignore. La main qui prend le téléphone au moment précis où elle appelait d'ordinaire, la phrase drôle que vous vouliez lui envoyer, le dimanche matin qui a soudain un trou dedans. Vous ne regrettez pas la personne. Vous ressentez l'absence d'une routine,
Et le cerveau, qui n'est pas très fin, traduit ça en « elle me manque ». Ce n'est pas la même chose. Sachez seulement les distinguer, et le passage devient tenable. Après 3 semaines, ça se dégage nettement. Après 3 mois, vous serez surpris de constater à quel point vous y pensez moins. Et après 1 an, il vous arrivera une chose étrange. Vous vous rendrez compte que vous avez passé 1 semaine entière sans penser à cette personne une seule fois, et vous vous demanderez comment elle a pu occuper autant de place aussi longtemps. Il y a un dernier point, et je ne voudrais surtout pas que vous le manquiez, parce qu'il détermine tout le reste. Ce silence ne concerne qu'une seule relation. Il ne s'agit pas de vous retirer du monde, de vous méfier de tous, de conclure que les gens sont décevants et qu'il vaut mieux rester chez soi. Ce serait le pire usage possible de ce que je viens de vous expliquer. Et j'ai vu des gens le faire. Ils coupent une relation toxique, et ils se coupent de tout le reste par la même occasion, en appelant ça de la lucidité. Voici le test, et il est simple. Vous allez récupérer une quantité d'énergie considérable, et vous serez le premier étonné de son volume. Toutes ces heures passées à préparer des phrases, à digérer des remarques, à anticiper des humeurs, elles vous reviennent en bloc. Si cette énergie ne va nulle part, elle retourne d'où elle vient. Vous rouvrirez le dossier, vous relirez les vieux messages, vous vous remettrez à surveiller. Il lui faut absolument un autre endroit où aller. Un corps qu'on fait bouger, un métier qu'on reprend au sérieux, un instrument, une langue, un jardin, une association, des petits-enfants qu'on voit vraiment au lieu de les voir en pensant à autre chose, des amitiés qu'on avait laissées se refroidir parce qu'on n'avait plus de place mentale disponible. Jung appelait individuation ce travail de devenir enfin entier, de réintégrer ce qu'on avait laissé de côté de soi-même. Il le considérait comme l'œuvre d'une vie. Vous n'avez pas besoin de comprendre toute sa théorie pour en tirer l'essentiel. Le silence n'est pas le but. Le silence libère la place. Ce que vous mettez dedans, c'est ça, l'affaire réelle. Et cela m'amène là où je voulais vous conduire depuis le début. Revenons à la conversation. Celle de la voiture, celle de la douche, celle de 3 heures du matin. Vous l'avez portée si longtemps qu'elle fait presque partie de vous. Regardez-la maintenant, avec ce que vous savez. Cette conversation ne s'adresse pas à cette personne. Elle ne s'y est jamais adressée. Elle s'adresse à quelqu'un qui n'existe pas, une version de cette personne capable d'écouter, capable de reconnaître, capable de s'excuser. Vous avez inventé cet interlocuteur parce que sans lui, votre histoire n'a pas de fin acceptable. Vous avez fabriqué votre propre écran et vous y avez projeté un dénouement. C'est pour ça que vous ne l'avez jamais eu, cette conversation. Pas par lâcheté, parce qu'au fond, vous saviez déjà comment elle se terminerait. Vous savez précisément ce qu'elle répondrait. Vous entendez sa phrase d'ici « Tu exagères toujours ». Et vous savez que vous rentreriez chez vous ce soir-là, plus petit qu'en partant. Alors laissez-la, ne la jouez pas, ne l'écrivez pas, ne l'envoyez pas. Vous n'avez plus besoin qu'on vous reconnaisse pour savoir ce qui s'est passé. C'est ça, la seule chose que je voulais vous laisser ce soir. Vous n'avez pas besoin de son accord pour partir. Vous n'avez pas besoin qu'elle admette quoi que ce soit pour que ce soit vrai. Vous n'avez besoin d'aucune signature au bas du document. Vous étiez le seul témoin nécessaire. Et vous étiez présent tout du long. Les 5 choses arriveront ou n'arriveront pas. Elles arrivent presque toujours, dans cet ordre, avec ces délais, et elles ne vous appartiennent pas. Vous ne les verrez probablement jamais, et c'est précisément le signe que vous avez réussi. Le miroir disparaîtra sans vous. L'histoire ne se racontera pas sans vous. Le vide reviendra sans vous. Vous, pendant ce temps, vous aurez autre chose à faire. Il y a une phrase que je voudrais que vous emportiez en éteignant, et elle est plus courte que tout ce que je viens de dire. Vous n'avez rien à effacer. Vous avez seulement à cesser de tenir l'écran, et à voir ce qui apparaît derrière, dans une vie qui est enfin redevenue la vôtre. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-le en commentaire, pas pour moi, parce qu'il y a, à cette minute précise, un nombre de personnes que vous n'imaginez pas, exactement au même endroit que vous, assises dans le noir avec leur téléphone, persuadées d'être les seuls au monde à ne pas arriver à partir. Un mot de vous leur dira que non. C'est souvent la seule chose qui manque pour que quelqu'un tienne encore 24 heures. Et 24 heures, vous le savez maintenant, c'est tout ce qu'il faut demander.